La Chine n'a pas bronché. Elle n'a pas hésité face aux mouvements audacieux des États-Unis. Elle n'a pas eu besoin de se faire remarquer alors que Washington imposait une taxe de 17% sur les sables bitumineux du Canada, une décision visant son allié énergétique le plus proche sous couvert de protection de l'environnement. Pékin a joué sa carte en silence, un coup froid et calculé. Et voici le point crucial. La Chine n'a pas agi seulement par intérêt personnel, elle comprenait le jeu à long terme. Avec les tarifs de Trump qui commençaient à étouffer le secteur pétrolier canadien, Pékin a vu une ouverture, une fissure dans la façade de la domination américaine, et elle a saisi l'occasion avec un mouvement qui est passé inaperçu pour la plupart. La Chine a signé un accord pétrolier exceptionnel de 1,08 milliard de dollars avec Crescent Point Énergie, dans l'ombre, contournant les canaux traditionnels de la diplomatie américaine. Mais ce n'était pas juste une question de sécurisation de l'approvisionnement en pétrole, c'était un message plus profond, une démonstration de force sans un seul tir. Mais voici où le choc frappe le plus fort. Ils n'ont pas payé en dollars américains. Non, ils ont payé en yuan, ignorant complètement le dollar américain, le pilier même du commerce mondial. Il n'y avait aucune condition attachée, aucune exigence politique, juste une action pure et ininterrompue. Alors que les États-Unis frappaient leur partenaire énergétique le plus fidèle avec des tarifs punitifs, la Chine faisait les mouvements qui redéfiniraient la carte énergétique mondiale. Résultat, le plus grand accord énergétique sino-canadien depuis 2016. Mais ce n'était pas le plus significatif. La vérité sous-jacente, la réalité que Washington refusait d'accepter, était que la domination des États-Unis sur son propre arrière-cour s'affaiblissait rapidement. Aux États-Unis, les foyers, déjà touchés par la hausse des prix à la pompe, n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. La taxe frontalière, apparemment anodine, n'était pas seulement une attaque contre le Canada. C'était un signal pour la Chine, lui indiquant que les États-Unis pourraient être en train de surestimer leurs mains. Comme l'a dit Sashi Yamamoto de Nikkei Energy Insight, ce n'était pas juste une question de pétrole, mais de Pékin en train de démanteler les murs mêmes qui contiennent le pouvoir américain. Le Canada, piégé dans l'étau d'un tarif de 22% sur le pétrole brut de l'Alberta, n'ouvrait pas seulement des pipelines, il ouvrait des failles géopolitiques. Alors, la vraie question n'est pas de savoir si la Chine utilise son pouvoir, mais plutôt qui sera le prochain. Si le Canada a déjà franchi le seuil, que se passera-t-il quand le Japon décidera d'intervenir ? Car le Japon, un pilier clé de l'influence américaine en Asie, observait de près et faisait ses propres mouvements. Au début de 2025, le retour de Trump à la Maison-Blanche apportait avec lui un manuel trop familier. Des tarifs agressifs, des restrictions commerciales sévères et une politique de fermeté qui promettait de rendre l'Amérique grande à nouveau, aux dépens du monde. Mais alors que les États-Unis commençaient à imposer des tarifs à leurs alliés, cela ouvrait la porte à quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque aurait pu prédire. Un réalignement économique, un nouvel axe de pouvoir qui contournait entièrement les États-Unis. En 3 mois seulement, les réunions entre responsables chinois, canadiens et japonais ont explosé. En 2023, il y avait une réunion trilatérale par trimestre, mais en mars 2025, 9 groupes de travail bilatéraux avaient été formés, chacun érodant davantage l'influence économique des États-Unis. Ce n'était pas une question d'amitié, mais de représailles, une réponse de pays qui étaient autrefois loyaux envers les États-Unis et qui tournaient la page. Et la position du Japon avait changé de manière spectaculaire en réponse aux tarifs américains sur ses batteries de véhicules électriques. Tokyo n'était plus simplement frustré. Il cherchait activement des moyens de diversifier ses importations d'énergie et ses relations commerciales. Au début de 2025, le Japon a signé un accord historique de 10 ans sur les infrastructures avec la China National Petroleum Corporation, contournant effectivement la surveillance américaine et envoyant un message audacieux. Le Japon ne pivotait pas vers la Chine, mais il ne restait pas non plus fidèle aux États-Unis. C'était une couverture contre l'imprévisibilité. Washington avait montré qu'il ne pouvait pas être fiable pour une relation commerciale stable à long terme, alors le Japon s'est tourné ailleurs, non seulement pour l'énergie, mais aussi pour la sécurité. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le Canada,
pour ne pas être en reste, avait ses propres mouvements stratégiques discrets. Tandis que Washington se débattait pour maintenir ses tarifs et son emprise sur les marchés mondiaux, le Canada travaillait déjà avec la MAF chinoise pour concevoir une infrastructure financière qui contournerait entièrement les sanctions et les tarifs américains grâce au développement de monnaies numériques de banques centrales. Une révolution discrète du commerce était en cours, et les États-Unis n'étaient pas invités à la fête. Pendant ce temps, Washington était aveugle aux changements qui se produisaient sous son nez. Dans son zèle à punir la Chine, il aliénait systématiquement ses alliés et les poussait directement dans les bras de Pékin. L'ancien directeur général adjoint de l'OMC, Alan Wolf, l'a résumé ainsi: « Les États-Unis font une erreur de calcul en punissant leurs amis et leurs ennemis de la même manière. Ils créent l'alignement même qu'ils cherchaient à empêcher. » Mais voici la question. Tout cela était-il juste une réaction, une conséquence naturelle des actions des États-Unis, ou assistions-nous au début d'un changement tectonique dans le pouvoir mondial, un changement qui redéfinirait le XXIe siècle? Au cœur de tout cela se trouvait le géant industriel américain, le Ford F-150, le symbole même de la fabrication américaine. Mais même lui n'était pas à l'abri des conséquences. En février 2025, l'administration Trump a imposé un tarif écrasant de 25% sur les produits en provenance de l'étranger. Les pièces automobiles et l'efficacité de production du Ford F-150 ont chuté de manière spectaculaire. Le camion, longtemps considéré comme l'épine dorsale de la fabrication américaine, était désormais pris dans les feux croisés d'une guerre commerciale à laquelle il n'avait pas participé. L'usine de Dearborn de Ford a rapporté une chute écrasante de 32% de l'efficacité. Pourquoi? Parce que des composants essentiels, comme les semi-conducteurs japonais et les faisceaux de câbles chinois, ne pouvaient plus atteindre les côtes américaines. Le modèle hybride de Ford, autrefois considéré comme un pilier de l'avenir de l'entreprise, s'est retrouvé retardé dans les ports, étranglé par les nouveaux tarifs douaniers. Pendant ce temps, les consommateurs ont ressenti les effets. Le prix du F-150 a flambé de 47%. C'était un coup dur pour les familles américaines déjà en difficulté avec l'inflation. Ce n'était pas juste une question de camion, c'était un pays en train de se défaire, une décision commerciale à la fois. Mais l'impact de cette guerre commerciale ne se limitait pas seulement aux acheteurs de voitures. Il a résonné dans tous les secteurs. Dans l'agriculture, un autre coup de semonce a été porté aux éleveurs américains lorsque la Chine a annulé des contrats de viande bovine d'une valeur de 520 millions de dollars. Officiellement, il s'agissait de violations de qualité. Officieusement, c'était un tir de sommation, une riposte ciblée contre les États-Unis. Seulement 48 heures plus tôt, les États-Unis avaient doublé les frais de licence d'exportation de technologies agricoles vers la Chine. Pékin, jouant maintenant à un jeu d'échecs économique, a coupé l'approvisionnement en viande bovine des États-Unis et a immédiatement augmenté ses commandes en provenance du Brésil et de la Russie. Mais la manœuvre stratégique ne s'est pas arrêtée là. La Russie, toujours prête à saisir une opportunité, a immédiatement signé un contrat de 430 millions de dollars pour exporter de la viande bovine vers la Chine, contournant entièrement le dollar américain. L'accord, un échange de devises permettant des transactions en roubles et en yuan sans passer par le système SWIFT, envoyait un message clair. Les États-Unis étaient mis de côté. Lentement mais sûrement, la Russie se positionnait pour prendre la place des États-Unis, un accord commercial après l'autre. Et qu'en était-il du Japon? Le Japon était déjà en mouvement, accélérant sa propre diversification énergétique. En janvier 2025, le Japon avait déjà signé un contrat de gaz naturel liquéfié, GNL, de 10 ans avec la China National Petroleum Corporation, contournant la supervision américaine et signalant un départ clair de l'influence énergétique américaine. Le Japon ne cherchait pas seulement la sécurité énergétique, il se protégeait contre l'imprévisibilité américaine. Et la véritable question était, si le Japon s'éloignait des États-Unis, qui serait le prochain? Puis vint la manœuvre la plus audacieuse des États-Unis. En mars 2022, l'administration Trump a relancé l'idée de zone de sécurité des ressources à travers l'Amérique du Nord,
Une proposition audacieuse visant à acheter le Groenland et à consolider le contrôle des ressources minérales essentielles du Canada. Officiellement, il s'agissait de sécuriser le lithium et les éléments rares, mais le message géopolitique était plus fort que l'économie. C'était une prise de pouvoir. Mais les réactions furent rapides et brutales. Ottawa a été pris de court. Le ministre des Affaires étrangères du Groenland a qualifié cette idée de « fantaisie territoriale enveloppée d'ambitions extractives ». Les analystes du Atlantic Council ont vu cette proposition pour ce qu'elle était réellement. Une tentative d'empêcher la Chine d'accéder aux corridors commerciaux arctiques et de réaffirmer la domination américaine sur les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. Puis vint le véritable coup de ce pari géopolitique, l'inflation. À la fin du premier trimestre 2025, les prix à la consommation aux États-Unis avaient grimpé de 6,4%. Pour les familles américaines, ce n'était pas juste un désagrément, c'était une crise. La promesse de « acheter américain » se délitait sous leurs yeux. Walmart a rapporté une hausse vertigineuse de 12% des prix sur les produits essentiels. Et plus inquiétant encore, les retards portuaires avaient triplé. Les consommateurs américains ressentaient la douleur de la guerre commerciale dans tous les aspects de leur vie. Ce n'était pas seulement une question de prix, mais aussi de pénurie. Les grèves devenaient plus fréquentes, les petites entreprises se fermaient, et les États-Unis ne gagnaient plus la guerre commerciale, ils perdaient rapidement du terrain. La fin de la domination mondiale américaine n'était plus une possibilité lointaine, elle se produisait maintenant. En seulement le premier trimestre 2025, le yuan représentait 4,8% des règlements commerciaux mondiaux, soit le double de sa part seulement 2 ans plus tôt. L'emprise du dollar se relâchait, tombant à 56,9%, son plus bas niveau en 2 décennies. Des pays comme l'Arabie saoudite, le Brésil et la Thaïlande réalisaient des échanges avec la Chine en monnaie locale, excluant complètement les États-Unis du processus. Et les États-Unis, eux, se débattaient frénétiquement pour réagir. Les dernières sanctions contre le secteur de l'IA chinois avaient déclenché des représailles qui secouaient les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les exportations chinoises de terres rares avaient été réduites de 32%, coupant un composant essentiel pour les industries technologiques américaines. Les États-Unis ne perdaient pas leur domination par un seul coup catastrophique, ils saignaient lentement à travers des excès, de la fatigue et une mauvaise évaluation des forces mondiales, qui étaient bien plus stratégiques et patientes que Washington ne l'avait anticipé. Et maintenant, des nations comme l'Inde, l'Indonésie et le Mexique ne se positionnaient plus dans l'orbite des États-Unis, elles se positionnaient autour d'elles, créant un nouveau réseau économique, un nouvel axe commercial qui contournait complètement Washington. La question demeure, est-ce la fin du contrôle américain ou est-ce juste le début du plus grand tremblement financier que le monde ait jamais connu? Dans les coulisses, un nouveau jeu d'armes financières se prépare. Des swaps de devises, des alternatives au SWIFT, des algorithmes commerciaux alimentés par l'IA. Le prochain coup ne sera pas simplement un tarif, ce ne sera pas juste un paquet de sanctions, il sera calculé, codé et déclenché en temps réel. Alors demandez-vous, que se passera-t-il lorsque la prochaine riposte ne sera pas un tarif, mais une réinitialisation du système ?